Cette immense coupe de pierre en plein cœur de Rome surprend toujours quiconque la voit pour la première fois. D'un côté, l'édifice paraît intact et incroyablement massif, dominant la ville de sa haute muraille de plusieurs étages. Mais il suffit de faire quelques dizaines de pas pour contourner le monument et la vue change radicalement. Une énorme partie du mur extérieur a tout simplement disparu, laissant apparaître les couloirs intérieurs et les travées vides. En regardant ces bords irréguliers, il est difficile d'imaginer qu'autrefois, l'amphithéâtre était un anneau parfaitement symétrique et fermé. Aujourd'hui, de sa grandeur passée, il ne reste qu'un îlot qui ressemble à un jouet cassé, au milieu des rues modernes. On a l'habitude de dire que c'est le vieillissement naturel. Mais derrière chaque niche vide et chaque bloc manquant se cache un événement précis. Où sont donc passées ces millions de tonnes de lourdes pierres et pourquoi un côté a-t-il résisté, alors que l'autre est tombé en ruine? C'est le principal mystère de ce lieu. Nous allons essayer de reconstituer la chaîne des événements pour comprendre comment la plus grande construction de l'histoire de l'humanité a commencé à littéralement fondre sous les yeux des habitants de la ville. Pour prendre conscience de l'ampleur des pertes, il faut imaginer un instant le Colisée dans son état d'origine. Ce n'était pas seulement une arène pour les spectacles, mais un véritable symbole du triomphe du pouvoir impérial. La construction de ce géant a commencé en 70 de notre ère et n'a duré que 8 ans, ce qui, même à l'échelle des technologies modernes, semble incroyablement court. Imaginez des milliers d'ouvriers livrant chaque jour d'énormes blocs de pierre blanche sur le chantier. Le bâtiment était entièrement revêtu de dalles claires qui, au soleil, brillaient si fort qu'elles éblouissaient les passants. À cette époque, l'amphithéâtre ne ressemblait pas à des ruines grises, il était comme une montagne blanche étincelante au milieu de la ville. De plus, les constructeurs n'ont utilisé ni ciment ni colle pour assembler les murs extérieurs. Les lourds blocs de pierre étaient simplement posés les uns sur les autres, leur stabilité reposant uniquement sur leur propre poids et l'ajustement parfait de leurs bords. Pour éviter qu'une telle structure ne se disloque, des encoches spéciales étaient creusées dans les pierres pour y insérer de solides tiges de fer. Ces agrafes cousaient littéralement le bâtiment de l'intérieur, créant une charpente métallique invisible. Il a fallu environ 300 tonnes de fer précieux qui, des siècles plus tard, feraient l'objet d'une véritable chasse. L'intérieur était encore plus luxueux. Les places de la noblesse étaient revêtues de marbre pur, et dans chaque arche se dressaient des statues de dieux très réalistes. Les jours de grande chaleur, un immense dôme de tissu était tendu au-dessus des gradins pour protéger les 50 000 spectateurs des rayons brûlants du soleil. Le Colisée a été conçu comme un édifice éternel, destiné à traverser les siècles. Mais cela ne s'est pas produit. Lorsque le mur sud s'est effondré, le Colisée a cessé d'être un bâtiment public pour devenir une sorte de territoire n'appartenant à personne. C'est à ce moment que commence l'une des périodes les plus étranges de son histoire. Les immenses arches vides, qui servaient autrefois d'entrée pour la foule, ont commencé à se transformer en simples logements. Imaginez-vous en train de marcher dans la Rome de cette époque et de voir du linge étendu à l'intérieur du plus grand monument de l'Antiquité, de la fumée s'échapper de cheminées improvisées et des animaux se promener sur l'arène même. Il ne s'agissait pas d'une occupation ponctuelle par des sans-abri. Un véritable quartier de la ville a vu le jour à l'intérieur de l'amphithéâtre, avec ses propres rues et ses propres règles. Les gens construisaient des planchers en bois à l'intérieur des voûtes de pierre, divisant les hautes travées en 2 ou 3 étages. Cela créait des sortes d'appartements où le rez-de-chaussée pouvait abriter une forge ou une cordonnerie, tandis que la famille de l'artisan vivait à l'étage. Les archives de l'époque conservent des registres montrant que ces locaux étaient officiellement loués et même vendus. Des familles influentes de la ville possédaient des secteurs entiers du Colisée, comme on possède aujourd'hui des centres commerciaux. À l'intérieur des arches, on trouvait non seulement des maisons, mais aussi des entrepôts, des écuries et même de petites églises. L'arène, où combattaient autrefois les gladiateurs, a été recouverte de terre et transformée en un immense potager commun. Les habitants y cultivaient des légumes et des fruits, utilisant les anciens murs comme protection contre le vent. À cette époque, le Colisée ressemblait à une fourmilière géante, où la vie grouillait dans tous les recoins encore intacts.
À la place des empereurs et des sénateurs, des enfants couraient dans ces escaliers, et au lieu du rugissement des bêtes sauvages, on entendait le son des marteaux et le beuglement du bétail. Une telle cohabitation n'a pas fait de bien au bâtiment. Pour rendre leurs appartements plus confortables, les gens perçaient de nouvelles portes et fenêtres dans les murs antiques, fragilisant la structure. Ils utilisaient les dalles de marbre des gradins comme plan de travail ou comme gravats pour boucher les trous dans le sol. L'amphithéâtre perdait peu à peu son apparence, se couvrant de constructions ajoutées en briques et en terre. C'est durant cette période que le bâtiment a subi la destruction la plus chaotique. Si les autorités officielles emportaient les pierres par charrettes entières, les habitants ordinaires, eux, le grignotaient petit à petit de l'intérieur, adaptant cette grande architecture à leur modeste quotidien. Pour l'homme du Moyen-Âge, le Colisée n'était pas un monument, mais simplement une falaise très pratique avec des grottes toutes prêtes où il était sûr et sec de vivre. Cette colonisation domestique a duré des siècles, et c'est à cause d'elle que les couloirs intérieurs nous paraissent aujourd'hui si découpés et irréguliers. Plus tard, lorsque les gens ont commencé à être expulsés de l'amphithéâtre pour le sauver, les archéologues ont trouvé dans les murs des restes de cheminées et même des traces de cuisine médiévale, littéralement incrustées dans le béton antique. Au XIe siècle, une famille romaine influente a même transformé l'amphithéâtre en sa forteresse personnelle, murant de nombreuses travées avec des briques. Cela a sauvé une partie de la structure, mais pas pour longtemps. Dès que le pouvoir a changé de main dans la ville, les nouveaux maîtres ont décidé que le Colisée était un luxe trop coûteux, qu'il valait mieux utiliser comme source de pierres de construction. C'est alors que commença l'époque que les historiens appellent le démantèlement officiel. C'est là que se cache l'un des faits les plus intéressants. Le retrait des pierres n'était pas du vol à proprement parler. C'était une machine d'État parfaitement huilée. Il existait des contrats spéciaux selon lesquels des entrepreneurs avaient le droit de prendre une certaine quantité de blocs en échange d'une partie des bénéfices ou de services rendus à la ville. Sur le site du mur sud détruit s'est formée une immense place jonchée de débris. Les gens ont appelé cet endroit la forêt de pierres. Chaque bloc était numéroté et préparé pour le transport. Si vous vous étiez trouvé à Rome il y a 500 ans, vous auriez vu un défilé incessant de charrettes tirées par des bœufs transportant lentement des morceaux du Colisée vers de nouveaux chantiers. Cela ressemblait à la disparition progressive d'un immense géant qui ne pouvait plus se défendre. L'un des itinéraires les plus connus de ces charrettes menait au Tibre. Là, avec les blocs antiques, on construisait des installations portuaires et on renforçait les berges pour protéger la ville des crues saisonnières. Mais l'utilisation la plus surprenante de la pierre a eu lieu lors de la construction du palais de Venise. Ce bâtiment majestueux, en plein centre de la ville, est presque entièrement constitué de matériaux recyclés du Colisée. Ses fondations, ses murs extérieurs massifs et même ses planchers intérieurs ont été créés avec cette même pierre blanche qui servait autrefois de façade à l'amphithéâtre. Quand vous regardez ces murs puissants, vous voyez en fait ce fameux mur sud manquant, simplement sous une autre forme. Les pierres n'ont pas disparu sans laisser de traces, elles ont juste changé d'adresse. La même chose s'est produite avec le palais Barberini. Il y avait même un dicton qui disait que ce que les envahisseurs du haut Moyen-Âge n'avaient pas réussi à détruire, les Barberini l'avaient démantelé petit à petit. Cette famille d'aristocrates, avec la permission du pape, a emporté tellement de matériaux qu'il y en aurait eu assez pour construire un quartier entier. Mais peu de gens savent que des parties du Colisée ont voyagé bien plus loin que ces palais célèbres. Par exemple, d'énormes blocs de travertin ont été utilisés pour la construction de la basilique Saint-Pierre, le principal temple du monde catholique. Pour y acheminer les lourdes pierres, il a fallu construire des ponts temporaires spéciaux et renforcer les routes qui ne supportaient pas le poids des blocs antiques. Même le célèbre pont Cestus, que des milliers de personnes traversent chaque jour, contient des fragments des gradins du Colisée, bien cachés sous une couche de revêtement plus tardive. Le processus de recyclage n'était pas toujours délicat. Si les gros blocs étaient réutilisés, les petits débris et les détails décoratifs connaissaient un tout autre sort. Le long des routes partant de l'amphithéâtre, des fours spéciaux fonctionnaient. On y jetait des chapiteaux en marbre raffiné, des statues et des dalles pour les transformer en chaux. C'était le moyen le moins cher d'obtenir un mortier de qualité pour la maçonnerie des maisons en briques ordinaires.
du marbre d'une valeur inestimable a été transformé en mortier de chaux pour de nouvelles églises et de nouveaux palais. D'énormes volumes de marbre de luxe ont été réduits en poussière et en liants de construction. Cela explique pourquoi aujourd'hui, à l'intérieur du bâtiment, nous ne voyons qu'un squelette de béton brut. Tout ce qui avait la moindre valeur a été soit intégré dans de nouveaux bâtiments, soit fondu dans des fours pour un profit pratique. Ainsi, le Colisée n'a pas simplement disparu, il a été méthodiquement démantelé et intégré dans la chair même de la Rome moderne. La ville a littéralement grandi sur les décombres de son plus grand symbole, transformant un monument historique en fondation pour une nouvelle vie. Mais pourquoi les gens se sont-ils acharnés à démanteler précisément ce bâtiment ? La réponse est simple, la qualité. Les anciens Romains avaient utilisé pour sa construction un calcaire si dense et de si bonne qualité qu'il ne faisait que se renforcer avec les années. Travailler avec était un plaisir, et les bâtiments construits avec duraient une éternité. De plus, la notion de valeur historique, telle que nous la comprenons aujourd'hui, n'existait pas en ville. Pour les habitants de l'époque, le Colisée était une relique d'un sombre passé païen qui n'était utile que comme entrepôt de matériaux. On en faisait même des escaliers dans de simples maisons d'habitation. Aujourd'hui encore, dans les caves de vieux bâtiments romains, on peut tomber sur des blocs incurvés caractéristiques qui faisaient manifestement autrefois partie des gradins ou des couloirs de l'arène. Il est intéressant de noter que les chercheurs de profit n'étaient pas seulement intéressés par la pierre. La ressource la plus précieuse à l'intérieur des murs restait ce fameux fer qui assemblait autrefois les blocs. C'est alors que commença l'ère du grand pillage, où les gens martelaient délibérément les murs pour en extraire les agrafes métalliques. Si vous regardez le Colisée aujourd'hui, vous remarquerez qu'il est entièrement couvert de milliers de trous. Beaucoup pensent que ce sont des traces d'anciens obus ou de balles, mais ce n'est pas le cas. Chacun de ces trous est la trace d'un ciseau, celui d'un chasseur de métal du Moyen Âge. Les gens extrayaient les tiges de fer et les refondaient pour en faire des fers à cheval, des couteaux ou des outils. Il y avait tellement de fer que son extraction est devenue une véritable industrie urbaine. C'était un travail dangereux et pénible. Les métallurgistes utilisaient de longs forets et des burins spéciaux. Ils sentaient où se trouvait la jonction métallique à l'intérieur de la pierre et se frayaient un chemin jusqu'à elle. Parfois, les blocs se fissuraient et tombaient, provoquant des accidents tragiques. Mais la soif de profit était plus forte que la peur. Chaque morceau de métal retiré affaiblissait un peu plus la construction. Le bâtiment a perdu sa colonne vertébrale interne et a commencé à littéralement s'effriter sous son propre poids. D'un anneau fermé, le Colisée s'est progressivement transformé en ce fer à cheval que nous connaissons aujourd'hui. Les habitants de l'époque n'y voyaient rien de mal. Ils utilisaient simplement l'ancien pour les besoins du nouveau, sans se douter qu'ils détruisaient le plus grand monument de l'architecture. À un moment donné, l'amphithéâtre a commencé à être entouré de légendes urbaines et d'histoires mystérieuses qui effrayaient les passants. Les légendes locales ont conféré au couloir vide une atmosphère mystique, leur attribuant un lien avec le passé. On racontait que la nuit, des bruits étranges s'échappaient des brèches dans le mur. Cela a un peu ralenti le démantèlement du bâtiment par les gens du peuple, mais n'a pas arrêté l'Église et les aristocrates. Ils continuaient à découper les plus beaux morceaux de marbre pour décorer leur villa. Un rapport de l'époque mentionne qu'en une seule fois, 40 charrettes de marbre blanc très pur ont été emportées pour la décoration d'une fontaine privée. C'était une époque où le Colisée fondait littéralement sous le soleil brûlant de l'Italie, passant du statut de géant circulaire à celui de fer à cheval déchiqueté que nous connaissons aujourd'hui. Mais un autre tournant inattendu du destin attendait le bâtiment, qui allait le transformer de carrière en sanctuaire. Le plus surprenant s'est produit au XVIe siècle, lorsque le Colisée a soudainement trouvé un nouveau protecteur. À cette époque, le bâtiment ressemblait moins à une arène qu'à une forêt abandonnée. Des arbres avaient poussé à l'intérieur des travées et les murs étaient couverts d'espèces de plantes rares, que les botanistes étudiaient comme un écosystème à part entière. Le bâtiment était littéralement en train de mourir, et les habitants avaient commencé à l'utiliser comme décharge. Et c'est là qu'intervint le pape Benoît XIV. Il a eu un coup de génie.
Ce qu'on appellerait aujourd'hui un excellent coup de communication. Pour arrêter le pillage, il a proclamé le Colisée lieu du martyre des chrétiens. Les historiens modernes soulignent qu'il n'y a pas assez de preuves directes d'exécution de masse, ayant eu lieu précisément dans le Colisée. Cependant, ce statut de lieu saint a contribué à sauver les murs. En un instant, de carrière gratuite, le Colisée s'est transformé en une église à ciel ouvert. Des croix ont été installées sur les murs, et le vol de pierre a été assimilé à la profanation d'un lieu saint. C'était la première fois dans l'histoire qu'un bâtiment antique était protégé non pas pour sa beauté, mais par crainte de la colère divine. C'est grâce à cette interdiction que nous pouvons voir aujourd'hui au moins la moitié de la façade. Sans ce bouclier religieux, les dernières pierres du Colisée seraient depuis longtemps devenues les fondations ou le mur de quelqu'un. Cependant, même après l'instauration de cette protection, le bâtiment a continué de réserver des surprises. Au XIXe siècle, lors des premières fouilles scientifiques, les archéologues ont découvert sous l'arène tout un système d'ascenseurs et de trappes. Ces mécanismes permettaient de faire apparaître soudainement sur scène des bêtes sauvages et des décors, créant un effet de magie. Il est difficile d'imaginer que sous le sol où marchaient les gens se cachait un complexe technique des plus sophistiqués, où des centaines d'ouvriers assuraient le déroulement des jeux. Ces étages souterrains se sont bien mieux conservés que les murs extérieurs, car ils ont été pendant des années ensevelis sous les décombres et la terre, ce qui les a préservés pour l'histoire. Aujourd'hui, quand nous regardons les orbites vides des arches, nous comprenons que la seconde moitié du Colisée n'a pas disparu dans le néant. Elle s'est simplement dissoute dans Rome même. Elle se trouve dans les pierres de la basilique Saint-Pierre, dans les ponts sur le Tibre et dans les briques des villas privées. La ville a littéralement absorbé sa principale attraction pour se reconstruire. Pendant longtemps, les gens n'ont pas compris pourquoi le Colisée s'était effondré de manière si étrange et sélective. La véritable fin de l'ancien Colisée est survenue en septembre 1349. Cette année-là, un tremblement de terre catastrophique a frappé l'Italie, bouleversant littéralement tout le pays. Les secousses sismiques ont duré plusieurs jours d'affilée, et le mur extérieur sud, qui reposait sur un sol instable, n'a tout simplement pas résisté. Des milliers de tonnes de pierres de qualité se sont effondrées au sol dans un vacarme assourdissant, jonchant la place d'énormes débris. En un instant, l'anneau parfait de l'amphithéâtre a été brisé. Cet événement a complètement changé le regard des gens sur le monument. Si autrefois il était craint ou respecté, il s'est alors transformé en une gigantesque carrière de matériaux de construction gratuits. Les habitants ont compris qu'ils n'avaient plus besoin d'aller dans des carrières lointaines et de dépenser de l'argent pour extraire de la pierre, alors que des blocs déjà prêts et parfaitement taillés gisaient à leurs pieds. Ce fut le point de non-retour, après lequel le bâtiment a commencé à être démantelé pièce par pièce. N'importe qui pouvait venir avec une charrette pour emporter un morceau d'histoire chez soi, afin de construire une grange ou de renforcer une clôture. Mais les pierres n'étaient pas le seul butin pour les pilleurs. Comme nous l'avons déjà mentionné, le métal présent dans les murs était une prise tout aussi convoitée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément ce tremblement de terre qui a créé cette silhouette si particulière que l'on voit sur toutes les cartes postales. Le côté nord, reposant sur la roche solide, a résisté à tous les chocs et est resté haut et majestueux. Le côté sud, en revanche, s'est transformé en une sorte de moignant bas, exposant ses couloirs intérieurs. Aujourd'hui, le Colisée est le plus grand puzzle du monde, que les meilleurs ingénieurs et historiens de la planète tentent d'assembler. Si vous vous approchez de l'édifice, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Aux endroits où le mur extérieur s'interrompt, on trouve d'énormes contreforts en briques. Ils ressemblent à d'imposants patchs sur un vieux manteau. Ces renforts ont été construits au XIXe siècle, car sans eux, la partie restante du bâtiment se serait simplement effondrée à son tour. Ce fut le premier cas de restauration à grande échelle de l'histoire, lorsque les gens ont compris que s'ils n'intervenaient pas immédiatement, le symbole de la ville éternelle se transformerait en un tas de gravats. Mais le plus surprenant se passe en ce moment même. La Rome moderne est une métropole bruyante avec son métro, ses bus et ses millions de touristes. Et c'est là le principal problème. Pour les pierres anciennes. Chaque fois qu'une rame de métro passe sous terre,
le Colisée ressent une légère vibration. Pour un être humain, c'est presque imperceptible, mais pour les lourds blocs de pierre qui ne sont plus maintenus par des agrafes en fer, c'est un véritable cauchemar. Le bâtiment respire littéralement, et ses mouvements microscopiques élargissent progressivement les anciennes fissures. Pour surveiller ce phénomène, les scientifiques ont installé des centaines de capteurs haute sensibilité sur les murs. Ils enregistrent chaque mouvement de la pierre en temps réel. C'est comme l'électrocardiogramme d'un vieux géant dont le monde entier surveille la santé. Récemment, des chercheurs ont décidé de mener une expérience unique pour déterminer s'il était possible de restaurer le Colisée dans son état d'origine. L'idée semblait séduisante, mais les ingénieurs se sont vite heurtés à la dure réalité. Il s'est avéré que les matériaux modernes sont tout simplement incompatibles avec la pierre antique. Si l'on comblait les vides avec du béton moderne, celui-ci se dilaterait et se contracterait différemment du calcaire antique sous l'effet de la température, ce qui ferait tout simplement éclater les murs de l'intérieur. Les restaurateurs ont donc choisi une autre approche. Ils nettoient la façade de la suie et du smog à l'aide de lasers spéciaux. Ces rayons retirent délicatement la couche de saleté sans endommager la pierre elle-même. Sous la croûte noire de poussière, on redécouvre cette couleur claire que les Romains voyaient il y a 2000 ans. Fait intéressant, la moitié disparue du Colisée donne encore parfois de ses nouvelles. Lors de la rénovation de vieilles maisons dans le centre de Rome, les ouvriers trouvent souvent des blocs massifs avec les trous caractéristiques de ces fameuses agrafes en fer. Au lieu de les jeter, les autorités de la ville s'efforcent de récupérer ces trouvailles. Bien sûr, il est impossible de les remettre à leur place d'origine dans le mur, mais on les dispose autour de l'arène comme un rappel de sa grandeur passée. Cela crée une sensation étrange. Vous vous promenez dans la ville et vous réalisez qu'elle est littéralement imprégnée de fragments de l'amphithéâtre. Vous pouvez boire un café dans un établissement dont les fondations ont été construites avec des pierres qui ont vu des combats de gladiateurs. Existe-t-il un lien mystique entre la préservation du Colisée et le destin de Rome elle-même ? Il existe une ancienne prophétie qui dit « Tant que le Colisée sera debout, Rome le sera aussi, et quand le Colisée tombera, le monde entier tombera. » Cela peut paraître effrayant, mais il y a une part de vérité dans cette phrase. Pour nous, ce bâtiment est devenu la mesure de notre capacité à préserver l'histoire. Nous ne pouvons pas récupérer la moitié qui a été volée par le temps et les hommes, mais nous avons appris à apprécier ce qui reste aujourd'hui. Le Colisée n'est pas seulement une ruine, c'est le bien immobilier le plus cher d'Italie, rapportant des milliards aux caisses de l'État. Il s'avère que même à moitié détruit, il est bien plus utile et précieux que n'importe quelle construction moderne. Le mystère de la disparition de la moitié du Colisée est résolu. Elle a été dévorée par la nécessité, la cupidité et une géologie impitoyable. Mais c'est précisément cette imperfection, ces bords déchiquetés et ces travées vides qui le rendent si reconnaissable. S'il avait été entièrement conservé, il ressemblerait peut-être à un simple stade en béton. Mais dans son état actuel, il raconte une histoire de survie. Nous ne voyons pas seulement de l'architecture, mais les traces laissées par le temps et les hommes, et c'est ce qui le rend vraiment vivant. L'histoire de la disparition de la moitié du Colisée est un exemple frappant de la façon dont les plus grandes créations de l'homme cèdent face à la puissance des éléments et au pragmatisme de leurs descendants. Le processus, qui a commencé par une erreur géologique et des tremblements de terre dévastateurs, a transformé l'amphithéâtre en un gigantesque donateur de matériaux pour les besoins de la Nouvelle Rome. Aujourd'hui, ces fragments n'ont pas simplement été effacés par le temps, ils continuent de vivre dans les murs des églises, des palais et des ponts que nous traversons chaque jour. Les bords déchiquetés de ces murs ne sont pas de simples traces de destruction, mais un témoignage unique de la manière dont la ville a recyclé son passé pour construire son avenir. Bien que le bâtiment n'ait survécu qu'à moitié, ce sont précisément ces blessures ouvertes dans la pierre qui en ont fait un symbole éternel, nous rappelant la fragilité de la civilisation et la marche implacable du temps.